tu peux te présenter? Oui, voilà. Alors, je m'appelle Daniel Vigier. Je suis donc originaire du pays d'Église-Neuve. J'ai 70 ans. Je suis retraité. J'ai une famille. Donc, je suis marié. J'ai une fille qui habite Paris. Donc là, pendant cet entretien, on va évoquer notamment la dynamique de groupe. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as découverte, sa trajectoire historique, etc. Oui. J'ai eu l'occasion de me poser la question. La dynamique des groupes, oui, en 1972, voilà ce que c'est. Mais maintenant, où en est-on? Et donc, je suis allé voir un peu, je me suis renseigné là-dessus et j'ai vu que il y avait eu une petite évolution, pas fondamentale, mais une évolution qui est que c'était une science et puis c'est devenu un outil. Et un outil en quelque sorte pour lesquels eh bien on l'utilise comme un petit peu une technique, euh, pas forcément dans le mauvais sens d'ailleurs, mais voilà, utilisée comme ça. Une technique d'ingénierie sociale, un peu pour manipuler certains groupes sociaux, peut-être parfois dans le bon sens, mais en tout cas pour orienter les décisions de certains groupes sociaux. Alors, orienter, corriger quelquefois certaines dérives, et moi c'est dans ce sens-là en quelque sorte, je l'ai étudié et puis pour moi, si je m'en sers, c'est justement pour corriger des dérives. D'accord. Parce que quand on ne respecte pas ou qu'on ne suit pas une certaine façon qui est décrite dans la dynamique de groupe, eh bien on aboutit à des catastrophes et c'est dommage. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu entends par ce mot de dynamique de groupe et essayer de synthétiser ces aspects, de les développer même. Voilà, alors ça démarre approximativement après la guerre de 14-18. C'est au moment où il y a eu aux États-Unis le Taylorisme. Le Taylorisme, c'est-à-dire l'introduction des pratiques, La division du travail, la la séparation division du des tâches. travail, rationaliser et trouver en quelque sorte comment faire pour améliorer la productivité. Et donc, il y a eu un monsieur qui s'appelait Elton Mayo, qui était c'était un Australien qui était aux États-Unis et qui a étudié à la Western Electric aux États-Unis un atelier de femmes qui travaillaient sur le matériel électrique, les lampes électriques, tout ça. Et il s'agissait en quelque sorte de déterminer quelles étaient les meilleures conditions d'ambiance pour augmenter la productivité. Et il a obtenu des résultats qui étaient spectaculaires, c'est-à-dire il travaillait, je crois, c'était dans le test room, il travaillait en quelque sorte avec ces personnes-là, en essayant de voir si, en fonction de la température, de l'éclairage, de l'ambiance, de l'heure, de l'humidité, de toutes ces choses-là, eh bien, est-ce qu'elles se sentaient bien, elles étaient aptes à mieux produire et tout. Et puis, eh bien, disons qu'effectivement, il y a eu une progression spectaculaire de leur travail, de la quantité de travail. Et donc, c'était arrivé, tout allait bien. Et puis, il y a eu quelqu'un qui a émis des doutes sur ces résultats et qui a décidé de faire une démonstration à l'inverse. Contre-expertise. Une contre-expertise. Et c'est-à-dire qu'on est parti dans l'autre sens, et alors là, en diminuant progressivement tous les avantages qu'elles avaient eus, eh bien, on regardait la productivité. Et cette productivité est allée également, s'est maintenue, ou même a été encore augmentée. Alors là, eh bien, disons qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait plus du tout. Et c'est de là que a été mis en avant et puis approfondi la compréhension de ce phénomène qui était, et depuis on l'a vérifié, qui était que quand on met des personnes ensemble, dans la mesure où elles ont en quelque sorte quelque chose en commun, où elles sont en commun, et où on laisse se développer
en quelque sorte, une répartition des rôles et où disons que chacun trouve en quelque sorte un intérêt à appartenir à ce groupe, eh bien, disons, ça se produit aussi bien, par exemple, chez des enfants que chez des femmes. En particulier, on a pratiqué je dirais, cette science ici aux États-Unis vis-à-vis des ménagères. Il s'agissait de leur donner, de savoir comment pouvait-on faire qu'elles consomment davantage les abats de volaille ou des abats là-dedans, alors qu'aux États-Unis, les abats étaient, disons, ils ne consomment, et ça se mange pas. Et donc, on le vérifie à tout instant. Chaque fois que l'on réunit des personnes et qui doivent travailler à un but commun ou aboutir à un but commun, eh bien, pendant un certain temps, au moins disons, une ou deux réunions, eh bien, il s'agit simplement que chacun trouve ses marques, et là, on a l'impression qu'on n'avance pas, alors que dans la réalité, eh bien, c'est une étape normale de constitution du groupe. Et la productivité, pris au sens entre guillemets, la productivité, elle se fait, elle est bien meilleure quand le groupe est constitué et où on respecte les rôles essentiels de chacun. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour la dynamique de groupe. Pour la dynamique de groupe, ce qui fait que moi, eh bien, depuis, j'ai regardé les évolutions qui étaient effectives depuis les années 70, et ces évolutions, c'est essentiellement un petit peu les rapports avec l'extérieur. C'est-à-dire que quand on a un groupe, eh bien, la cohésion est augmentée à partir du moment où on désigne, je dirais, quelqu'un qui est antagoniste. Soit un groupe, soit une personne, et à l'intérieur, eh bien, si par hasard il y a quelqu'un qui est déviant, un déviant qui lui ne suit pas les normes du groupe, eh bien, disons qu'il se passe des débats, il se passe en quelque sorte des échanges qui font que la personne peut être, disons, exclue. Où à ce moment-là elle devient leader et prend la place du leader naturel, quoi. Et ça, eh bien, disons, c'est un facteur de cohésion du groupe. La personne qui est rejetée devient leader du groupe? Elle peut devenir si son point de vue, si sa qualité du débat fait que il répond mieux aux objectifs que se fixe le groupe. D'accord. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Donc ça, c'est pour la dynamique de groupe. Est-ce que, du coup, on peut passer à la sociocratie, faire le lien entre la dynamique de groupe et la sociocratie? Oui, on peut faire. Oui, tout à fait. Alors, la sociocratie, comment j'ai découvert ça? D'abord, le mot me plaît pas du tout. Du tout. C'est un mot qui me... Sociocratie, ça me fait tout de suite penser à la technocratie, à les choses comme ça, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Il y a la démocratie aussi. Il y a la démocratie aussi, mais j'y reviendrai sur la démocratie, parce que on a des choses aussi là sur la démocratie. Alors, la sociocratie, il se trouve que dans le groupe, l'association qui concerne l'environnement, où je suis, eh bien, a eu, disons que dans sa vie, a eu le besoin d'améliorer un peu le climat, d'améliorer l'efficacité, et il a été décidé, dans un cadre tout à fait normal et sain, de faire une formation pour, disons, améliorer la gouvernance à l'intérieur de l'association. Et nous avons eu une personne qui est venue nous parler donc de la sociocratie et puis disons également la communication non violente qui va un petit peu avec. C'est pas fondamental, mais disons ça va quand même un peu avec.
Alors cette personne nous a présenté cette chose-là, donc cette théocratie. Dans un premier temps, sociocratie, oui, pas théocratie, surtout pas, surtout pas. C'est pas un lapsus et c'est pas révélateur. C'est juste oui, donc la sociocratie qui, disons, détruisait je dirais une certaine pratique que nous pouvions avoir, et puis qui, avec une certaine logique. Alors dans un premier temps, ça a été, enfin, de ma part, ça a été un petit peu un rejet. Et puis ensuite, j'ai cherché à comprendre quelles étaient les ficelles, en quelque sorte, qui faisaient, disons, quels étaient les fondements de ces nouvelles pratiques, qui sont assez surprenantes. Et en cherchant ces fondements ici, eh bien, ça m'a amené à être convaincu que c'est une bonne méthode, de gouvernance, en particulier quand on a affaire à des gens qui sont, je dirais, bénévoles, qui ne sont pas liés par un contrat. C'est-à-dire, on est là, mais si ça va pas, moi je prends la porte. Oui, il n'y a pas de subordination aussi. Il n'y a pas... on y reviendra. Donc, tu veux nous parler aussi de la communication non violente avant de rentrer dans le détail peut-être de la sociocratie ? Oui, on peut en parler, la communication non violente. Alors là aussi, au départ, pour moi c'était plutôt un gadget où je n'avais pas, en quelque sorte, honnêtement, je n'y croyais pas beaucoup. Alors, ce que j'ai appris depuis, c'est que de la communication non violente, on n'en fait pas tout le temps. Il y a des moments qui sont appropriés, mais on ne se lève pas le matin en démarrant, je mets en route la machine à communication non violente, simplement parce que ça demande une attention soutenue, disons, surtout de ne pas déclencher la violence. Or, qu'est-ce qui déclenche la violence ? Eh bien, dans les relations qu'on peut avoir avec l'autre, avec une autre personne, c'est que, en général, on mélange tout. C'est-à-dire, on va mélanger la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir avec la personne, avec nos propres besoins ou nos états d'âme en dehors, c'est-à-dire aujourd'hui je suis pas bien, le truc comme ça. Même avec le fond du débat. Avec le fond du débat, avec des idées, avec ce qu'on dit, avec le vocabulaire, on mélange tout. Et en général, quand on mélange tout et qu'on avance en quelque sorte, qu'on fait du ping-pong verbal, c'est-à-dire une phrase, on répond par une phrase, alors que bon, c'est pas très productif. Il est préférable de prendre quelques secondes et quelques minutes pour mettre de l'ordre dans ses idées et puis à ce moment-là intervenir de façon plus réfléchie, plus mesurée, c'est ce que m'ont appris les hommes politiques souvent à la télévision et tout ça. Posez-moi plusieurs questions, je vais vous répondre, je vous répondrai. Et alors, plusieurs questions, ça laisse le temps au cerveau, il travaille en quelque sorte, lui, en simultané sur toutes les questions, et au bout de simplement 5-10 minutes, eh bien, les réponses sont beaucoup plus élaborées et pertinentes. Alors, communication non violente, d'abord, la première chose qui fâche, et pour moi c'est la base, c'est qu'on doit accueillir l'autre avec bienveillance. Quand on a un interlocuteur, eh bien soi-même, voilà, cette personne, on doit être bienveillant avec elle, il va le ressentir comme de la bienveillance, et disons qu'on met les conditions sont réunies pour que ça se passe mieux. Ensuite, une chose aussi, c'est que il est déconseillé fortement de faire le procès de ce qui s'est passé.
En général, on a toujours un petit peu des divergences ou des différends on reproche toujours un petit peu à son interlocuteur des choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites, ce qui revient exactement au même. Or, comme j'ai entendu moi, refaire le procès, ça ne sert à rien, parce que ce qui est fait est fait. Ce qui a été fait, eh bien, souvent, soi-même, on avait des bonnes raisons de faire ce qu'on a fait, et la personne en face avait peut-être ses bonnes raisons de faire aussi ce qu'il a fait. Et si on fait ce procès-là, on va remonter en surface des griefs qui font que disons, ça mènera à rien. Si des choses, qu'on appelle ça, si dans le passé il y a eu quelque chose qui a pas plu, eh bien, auquel cas, il faut simplement que ça ne se renouvelle pas. Tout simplement. Mais à ce moment-là, eh bien, pas la peine de rechercher la responsabilité, le pourquoi, tout ça. Ça, c'est vraiment la base. La deuxième chose qui est importante, ou la troisième chose, c'est de décomposer, en quelque sorte, quand on échange, eh bien, de décomposer entre ses propres besoins, à un moment donné, on a des besoins, quels sont-ils? Donc, prendre conscience de ses besoins, prendre conscience de ses états d'âme, c'est-à-dire les sentiments, alors, on les accepte, mais on ne les mélange pas. Les besoins, c'est en quelque sorte ce qu'on a besoin, les besoins fondamentaux, des besoins plus élaborés. Les sentiments, c'est autre chose. Et puis ensuite, ce que l'on va dire, ce que l'on va demander, la demande, l'idée que l'on va exprimer, qui elle doit être beaucoup plus factuelle, beaucoup plus neutre, beaucoup plus, c'est des actions, c'est tout ça. Et au départ, on part aussi des actions, non pas des préjugés, non pas. Et quant aux préjugés, les préjugés, disons, ils n'ont pas leur place quand on prend contact avec quelqu'un. Et à la fin, les jugements que l'on peut avoir, c'est pareil aussi, c'est à manipuler avec précaution. Et à cette condition-là, donc, sur ce chapitre-là qui est d'être factuel, d'être construit, de prendre le temps de répondre, d'être concis également, fait que ça se passe bien. C'est vérifié. D'accord. Ça marche bien. Donc ça, c'est tous les éléments de la communication non violente. Oui. Maintenant, tu as développé l'aspect de la communication non violente, tu n'as rien à ajouter là-dessus? Non. Voilà. Peut-être qu'on peut développer maintenant de la sociocratie. Comment est-ce que ça peut se passer en pratique? Alors, la sociocratie, disons, il y a 4 éléments. Il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas complète. Auparavant, je vais peut-être dire d'où ça sort. D'accord. Oui. Reviens sur l'histoire de la sociocratie. Voilà. Alors, la sociocratie, c'est quelque chose, dans l'histoire, ça vient de loin. Ça vient des guerres de religion. Ah oui. Les guerres de religion, eh bien, ont amené, en quelque sorte, surtout dans le nord de l'Europe, ont amené, disons, le protestantisme et qui a été, comment on appelle ça, poursuivi, pourchassé. Donc, en France aussi. Et en France aussi. Et donc, les protestants, en général, sont partis direction les États-Unis et ont développé un petit peu cette, je dirais, cette culture qui est un peu différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'on a 2 cultures qui sont assez différentes. Il se trouve que dans les années 1000, juste après la dernière guerre, au Danemark, il y a un monsieur dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui a un nom un peu compliqué, a travaillé dans une entreprise. Et dans cette entreprise, ça l'a toujours chagriné que les gens discutaient, prenaient des décisions et étaient tout le temps en train de se disputer parce que les décisions, il y avait toujours une majorité qui avait décidé une chose et une minorité qui était contre. Et donc, il a voulu mettre en place des règles,
des règles là-dessus qui faisaient que on diminuait. Et ces règles rejoignent un petit peu certaines pratiques, par exemple des Quakers aux États-Unis, disons des pratiques que l'on retrouve également en Allemagne. En Allemagne actuellement, eh bien, disons, il y a la majorité et l'opposition qui sont ensemble dans un gouvernement et qui gouvernent le pays. Et puis, à ce que je sache, ça n'est pas la guerre. Donc un peu, un des objectifs de la sociocratie, ce serait le consensus. C'est le consensus, voilà, c'est le consensus. Alors, le consensus, eh bien justement, ce monsieur-là, qui a théorisé un petit peu cette approche de la gouvernance, disons que le premier élément, eh bien, c'est le consentement sans objection majeure. C'est-à-dire qu'on ne vote pas, on ne vote jamais en sociocratie. Simplement, disons que la prise de décision se fait par un certain nombre d'étapes. La première de ces étapes, c'est qu'une personne fait une proposition. Il y a un moment où elle doit être clarifiée, cette proposition. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre, avoir le même niveau de compréhension, en quelque sorte, en quoi consiste cette proposition. Après ça, chacun est amené à dire « Ah, ça me plaît bien » ou alors « Ouais, c'est pas terrible » ou alors « Je suis absolument pas d'accord, ça ne marchera pas ». Et à la suite de ça, eh bien, dans la démarche normale, eh bien, s'instaure un débat qui est de vaincre toutes les objections majeures des gens qui disent « Moi, je peux pas supporter. Moi, je donne mon veto. Il faut effacer le veto. » Et alors, disons, c'est fait par un travail collectif où tout le monde participe. On améliore la proposition initiale et on en fait quelque chose, on bâtit ensemble la solution. Jusqu'à ce que, eh bien, il n'y ait plus d'objection majeure, c'est-à-dire l'idée, elle est réalisable. La décision fait que tout le monde n'est pas d'accord sur tout, mais c'est réalisable, il n'y a pas de catastrophe, et en tout cas, ok, j'accepte, je lâche, je donne mon consentement dessus parce qu'on a éliminé les objections majeures. Alors, objection majeure, oui, mais il faut que si c'est une objection majeure, ça soit démontré, argumenté. Autrement dit, les objections, pour être recevables, doivent être toutes argumentées. Ensuite, eh bien, disons, quelquefois, ça donne, disons, on va aller jusqu'à des actions, quoi. Ça donne lieu à exécution. Et là, bon, il n'y a plus de sociocratie. L'exécution, disons, la méthode traditionnelle a largement fait ses preuves, c'est-à-dire que il y a un responsable qui désigne, fait un plan d'exécution, suit la réalisation, s'assure que on lui rapporte et s'assure que tout ça c'est bien réalisé. D'accord. Donc dans l'exécution, on reste dans une hiérarchie. On reste, disons, c'est ce qui est le plus efficace. Le plus efficace. Voilà. D'accord. Ensuite, le deuxième élément, eh bien, c'est, disons, c'est les cercles. C'est-à-dire que quand on a un groupe, eh bien, tout le monde ne va pas travailler sur tout. Et pour travailler, pour élaborer les propositions, pour cerner certaines thématiques ou organisations ou autres, en général, il y a un cercle plus petit qui se met en place. Ce cercle, d'ailleurs, peut comporter des éléments qui sont extérieurs au premier groupe. Et là, eh bien, ce qu'il faut, c'est que la réflexion ou le travail qui est fait dans ce deuxième cercle doit être accepté par le premier cercle. Et là, eh bien, c'est le problème de la relation entre les deux. Et c'est le double lien. Autrement dit, le troisième élément, eh bien, c'est que quand il y a une relation entre le cercle principal et le cercle
secondaire, cercle thématique, eh bien, il doit y avoir un représentant du premier cercle qui doit assister au travail, participer au travail du deuxième, et il doit y avoir une personne différente du deuxième cercle qui participe au travail du premier. C'est-à-dire que on a une particularité, nous, les hommes, c'est que qu'on appelle ça, sentiment d'appartenance, la double nationalité, nous, on n'aime pas. Moi, je suis auvergnat, je suis français, mais je suis d'abord auvergnat et je défends l'Auvergne. Mais il m'est difficile de défendre à la fois l'Auvergne et la France. Autrement dit, il faut accepter ça et faire que il y a cette double relation, d'ailleurs, qui permet de sécuriser la cohérence un petit peu. La cohérence entre ce qui est fait dans un cercle, aille dans un autre cercle. D'accord. Et puis enfin, la dernière chose qui est surprenante, c'est les élections sans vote. Sans candidat, non? Sans candidat. C'est avec vote, mais sans candidat. Oui. J'étais obnubilé par la journée de vote, alors, pardon. Oui, élection sans candidat. On a tous observé quelquefois que quand il y a un groupe et puis qu'on demande un petit peu des volontaires pour faire quelque chose, eh bien, c'est partagé entre, d'un côté, les gens qui veulent à tout prix le faire et en général qui veulent tout faire, les gens qui sont volontaires, qui sont comme ça, et puis les gens qui ne veulent rien faire parce qu'ils n'osent pas. Parce qu'ils ont peur de contrarier, et donc on sédimente entre des gens qui sont partout et qui dominent tout le monde, et d'autres eh bien qui n'ont jamais la parole et puis qui ne font rien, quelquefois, et que ça laisse aussi des traces, parce que des gens peuvent se sentir capables et ne pas s'avancer. Alors dans ce cas-là, la désignation, alors c'est la élection. L'élection sans candidat. Élection sans candidat, quand il y a besoin de couvrir un poste, eh bien chacun s'exprime en disant soi-même, comme ça, spontanément, eh bien moi je verrais bien cette personne parce que disons il connaît et puis il est disons et puis on argumente. Il a des bonnes idées. Il a des bonnes idées. Ensuite, eh bien le suivant va dire moi c'est plutôt cette personne et il donne des idées aussi et on fait le tour. Quand le tour est fait des personnes qui sont là, qui se sont exprimées, eh bien celui qui obtient la majorité peut accepter. Oui, j'accepte. Si tout le monde voit, eh bien d'accord, j'accepte. Ou peut refuser pour des raisons personnelles, auquel cas, disons qu'on prend une autre personne, on prend le second. Alors, un des arguments pour dire que cette technique-là, elle va pas, c'est que ça prend du temps. On dit ça prend du temps. Et aller à la réalité, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est assez rapide. Et ça marche bien. D'une façon générale, les gens sont de bonne foi. C'est peut-être ce qu'on disait aussi sur la dynamique de groupe. Une fois que le groupe est constitué et qu'il fonctionne correctement, ça gagne du temps aussi. C'est ça. Alors, cette technique-là, dite de la sociocratie, elle présente comme principal avantage, c'est que tout le monde se sent davantage concerné par la vie du groupe. C'est-à-dire que chacun a pu s'exprimer, tout le monde ne s'exprime pas, mais tout le monde a la possibilité de s'exprimer, et donc on participe davantage. Donc ça éteint un petit peu les conflits, et puis d'un autre côté, ayant participé à la décision, ayant donné son consentement, eh bien, il n'y a pas des revanches à prendre. Le fait d'avoir débattu sur une décision fait que on l'a épuisé. Et puis même si on n'est pas tout à fait d'accord, on en a fait le tour.
Donc ça améliore grandement euh, les relations à l'intérieur des groupes. D'accord. Bon, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience du coup enfin, tu l'as un petit peu fait, j'imagine. Oui. Ça a été mis en œuvre, toi, Alors, ça a été expérimenté. Alors, dire que c'est passé comme une lettre à la poste serait un petit peu exagéré. Simplement, bon, quand il y a des fortes personnalités à l'intérieur d'un groupe, eh bien, elles voient tout de suite venir qu'elles vont être dessaisies. Et auquel cas, eh bien, non, il y a toujours l'argument de dire il n'est pas capable. Alors que, si on regarde bien, je vais donner un exemple, le cordonnier a un savoir-faire qui est vraiment remarquable parce que il a le geste, il sait réparer les chaussures. Mais celui qui porte la chaussure, il sait, lui, à l'usage, là où ça fait mal et là où ça va pas. Et c'est, qu'on appelle ça, c'est l'ensemble des deux qui fait qu'on améliore et on a besoin de l'avis des deux. Et très souvent, c'est ça, c'est-à-dire, eh bien, on apporte des expériences. L'expérience, c'est quelque chose qui est multidirectionnel et uniformément réparti entre tous les individus. Et uniformément réparti, oui. D'accord. Donc en fait, les personnes qui avaient une forme de pouvoir un peu par leur autorité un peu naturelle ou à vouloir un peu plus parler que les autres. Alors elles vont revendiquer, disons que ça n'est pas démocratique, puisqu'il n'y a pas de vote pour prendre des décisions, donc ça n'est pas démocratique. Et moi je réponds, oui, mais il y a deux sortes de démocratie. Il y a la première qui est la démocratie représentative, et il y a la démocratie participative. Alors la démocratie représentative, c'est-à-dire on désigne quelqu'un qui deviendra en quelque sorte le représentant d'un groupe. On lui délègue le pouvoir politique. On lui délègue le pouvoir et ensuite on abandonne soi-même tout effet jusqu'à la prochaine élection. Disons, c'est lui qui est libre de faire ce qu'il veut. À un moment donné, on peut croire, en quelque sorte, on peut savoir, on peut imaginer ce qu'il va faire. Mais on ne peut jamais savoir ce qu'il peut faire dans 1 an, dans 2 ans. Autrement dit, cet abandon de souveraineté que l'on a amène la plupart du temps des déceptions. On est déçu parce que on a voté pour quelqu'un et ce quelqu'un fait autre chose que pour ce quoi on l'a. Alors, la démocratie participative, sa particularité, c'est que, eh bien, au fur et à mesure, tout le temps, on discute, on débat, on présente les choses, on fait de la concertation, il y a voilà, c'est-à-dire et ça n'est pas parfait, hein, mais au moins, eh bien, le groupe participe un petit peu, il a au moins donné son avis. Alors quand on dit que la gouvernance autocratique, c'est la seule possible, non, ce n'est pas la seule possible. Et jamais personne ne détient en quelque sorte la vérité. D'accord. Quelque chose à ajouter sur ce sujet-là? On a fait le tour? Non, simplement que quelle que soit la situation, on peut toujours chercher à améliorer et il y a toujours des améliorations possibles. Non, d'accord. Pour n'importe quel système politique. Dans n'importe quel système politique. Évidemment. Très bien. Bah écoute, Daniel, je te remercie. Ça a été un plaisir.